Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. Et si le procès intenté au groupe Lafarge et à plusieurs dirigeants ne cachait pas un scandale d'État? C'est en tout cas une question posée par l'ex-DIRCOM du groupe. Philippe Ardouin nous donnera dans un instant son point de vue à la veille des audiences qui vont s'ouvrir au tribunal correctionnel de Paris. Alerte sur les voyants, ils sont tous au rouge. C'est l'alarme lancée par la Cour des comptes et par son président, Pierre Moscovici. Nicolas Dufour, lui aussi, sonne le tocsin. Dans un nouveau livre, il pourfend le en même temps, la lâcheté des gouvernants et les retraites, les prestations sociales, bref, tout cet état mama qui, selon lui, plombe notre économie. Et puis notre excellent confrère Jean-Christophe Buisson viendra nous présenter son dernier opus, écrit sous la houlette de Jean-Christophe et du non moins excellent Jean Sévilla. Ils font plancher une demi-douzaine de spécialistes sur un sujet aussi cruel que passionnant. Les guerres civiles, c'est effrayant, c'est captivant. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Point de vue. Bonjour Philippe Ardouin. Bonjour Vincent. Vous avez dirigé la communication de Lafarge de 2001 à 2008 et selon vos propres termes, c'est un choc quand le 21 juin 2016, vous apprenez que Lafarge est accusé d'avoir financé le terrorisme en Syrie et notamment Daesh. C'est un choc évidemment parce que j'avais quitté l'entreprise déjà à l'époque depuis quelques années, mais je gardais de cette entreprise, pour avoir travaillé dans beaucoup d'entreprises internationales, américaines, françaises, etc., je gardais le sentiment que c'était une entreprise vertueuse en termes de valeurs, en termes de priorité, par exemple la sécurité des personnes au travail. Donc je ne me retrouvais pas du tout dans cette annonce. Je me disais, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit ce qu'on dit est faux, soit c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé semblait peut-être avoir des valeurs, mais en réalité, il se passait autre chose. En tout cas, c'est les deux possibilités à ce moment-là. Bien sûr, c'est exactement la question qu'on se pose. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Et alors, au fil des années, au fil de l'instruction, puisque l'instruction judiciaire a démarré très rapidement après cet article du Monde, j'ai compris que le sujet était beaucoup plus complexe que le point de vue initial qui était de condamner, évidemment. S'il y a paiement à des organisations terroristes, on ne peut que le condamner. Parce que c'est une question que personne, alors à ma connaissance, dites-moi si je me trompe, mais que personne ne semble nier, c'est que l'argent a été versé par Lafarge en Syrie et s'est retrouvé dans les mains de Daesh. Tout le débat est de savoir pourquoi et comment. Je disais à l'instant que c'était plus compliqué. Même ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, il faut juste revenir un instant pour comprendre où se trouve cette cimenterie. Elle se trouve dans une zone, certes en Syrie, mais qui est tenue par les Kurdes. Or, les Kurdes... À Jabalia, dans le nord de la Syrie. Jabalia, dans le nord de la Syrie. Dans le nord de la Syrie. Voilà, en direction... Pas très loin de Raqqa, qui est la capitale, qui va devenir la capitale de l'État islamique. La capitale de l'État islamique. Et on est au bord du territoire kurde de Syrie. Exactement. Et donc, cette cimenterie se trouve protégée par les forces rebelles kurdes, qui elles-mêmes sont soutenues par les Occidentaux. Quand je dis soutenues, ça veut dire équipées, entraînées, avec du matériel militaire qu'on leur fournit. Donc, pendant toute une période, il y a eu effectivement de l'argent qui a été donné aux checkpoints, les points de contrôle sur les routes. Parce que de toute façon, on est en pleine guerre civile depuis 2011. L'entreprise a ouvert, l'usine qu'on vient de voir, a ouvert ses portes depuis quelque temps. Une année avant le début de la guerre civile, en 2010. Et la guerre civile éclate à partir de mars 2011. Et précisément, il y a effectivement un certain nombre de... On voit bien dans les documentaires qui ont été d'ailleurs faits, dans les images, on voit bien qu'il y a des checkpoints qui sont faits par des différentes milices, justement, et c'est là le fond du problème. Et pendant plusieurs années, en fait, c'est clairement des paiements qui sont
reconnus, effectués en toute visibilité aux forces rebelles kurdes, qui ne sont en aucun cas des forces terroristes. Et donc ça ne rentre pas du tout dans l'accusation qui sera débattue à partir de demain. Ouais. La question se pose sur une période limitée. Et c'est là où mon livre apporte énormément... Autour de 2014. Entre voilà, début 2014 jusqu'à ce que l'usine ferme le 18 septembre 2014. C'est-à-dire 2 mois après la chute de Mossoul en Irak, qui est... la chute de Mossoul en Irak qui a eu lieu début juin 2014 et qui signe à ce moment-là l'apogée de l'État islamique en Irak et en Syrie, Daesh. Qui vient donc d'être déclaré comme État islamique. Et donc c'est à ce moment-là que l'organisation est reconnue comme terroriste par l'ONU, précisément. Donc on est sur ces courts mois qui s'écoulent entre le printemps 2014 et l'automne 2014. Et j'ai pris l'initiative d'écrire cet ouvrage. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que l'affaire était plus complexe au vu du dossier judiciaire et que se cachaient dans ce dossier des éléments absolument importants et que je révèle dans le livre. Il se trouve qu'au sein de la cimenterie, il y avait deux réseaux en place d'espionnage. L'un qui était directement sous la houlette du directeur de la sûreté de Lafarge, un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Veillard, qui a été mis en examen et qui d'ailleurs a mis hors de cause. Qui est mis hors de cause 4 mois avant le procès, c'est tout à fait surprenant et stupéfiant, et qui avait sous son commandement un autre espion qui avait été formé par la CIA et qui était un espion des services jordaniens. Et ce sont ces deux personnes-là qui alimentaient, et c'est ce que je démontre dans le livre, qui alimentaient régulièrement, pas de façon sporadique, de façon régulière, les services français sur des informations de première importance, notamment où se trouvait le siège de Daesh dans la région, où se trouvaient les forces d'Al-Nosra, etc., etc., etc. Et ça, c'est le premier réseau. Puis il y en a un second, et qui, alors, lui, est encore plus stupéfiant. C'est une relation directe entre un agent de la DGSE à Dubaï et l'homme syrien qui est le partenaire de Lafarge, par qui tous les paiements sont passés. Et cet homme n'a jamais été entendu par la justice. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer aujourd'hui, on l'a entendu, qu'effectivement les services français, en tout cas qu'il y avait un lien entre cette usine en Syrie et les services français, 2 documentaires notamment l'ont établi, enfin en tous les cas en parlent, et également un autre livre, La part du diable, de Marie-Christine Tabé et Christophe Dubois. Mais qu'est-ce qui permet aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet d'être aussi affirmatif sur les liens entre cette présence de Lafarge et de cette usine à Jabalia et les services secrets français ? Alors, c'est une affirmation que parfois je tempère en posant aussi des questions dans l'ouvrage. Mais ce que je révèle dans l'ouvrage, c'est notamment le fait que Firas Las, qui est le partenaire syrien de Lafarge et qui est exilé à Dubaï depuis 2011... Alors Firas Las, on précise, c'est longtemps été proche du régime de Bachar al-Assad et est rentré dans l'opposition en 2012, voilà, l'opposition à Bachar al-Assad, et il connaît toutes les milices en Syrie. Il connaît toutes les milices en Syrie. C'est lui-même le fils d'un homme très important qui était le ministre de la Défense de Hafez el-Assad puis de Bachar el-Assad. Donc c'est une famille très connue, y compris par la France. Et donc ce monsieur affirme qu'il a travaillé pour la DGSE depuis 2012. Donc c'est une affirmation, mais il y a aussi des éléments de preuve qui sont donnés. Par exemple, dans le dossier d'instruction figurent des emails entre le directeur de la sécurité du groupe Lafarge et la DGSE, sous une adresse tout à fait particulière qui avait été créée à l'époque pour qu'ils puissent échanger, où il est précisément admis que les informations que Lafarge délivre pour la DGSE sont obtenues en échange de paiements aux checkpoints. Donc votre thèse, si je vous suis, votre thèse serait qu'il y a eu versement d'argent
Mais c'était en concertation avec les services français dans le but d'obtenir des informations? Alors, je dis plus précisément qu'il y a eu des versements d'argent qui ne sont pas contestés, qui ne sont pas condamnables. C'est toute la période où cette usine était sous la période kurde. Avec les Kurdes. Voilà. Et la question, elle porte sur Daesh. Voilà. Et pendant quelques mois, la question se pose, où sont allés ces versements? Or, personne aujourd'hui ne sait précisément le dire, même dans le dossier judiciaire. Il n'y a pas de montant pointé très précis, puisque les sommes qui ont été discutées ont varié dans le temps. Et aujourd'hui, au départ, on parlait de 15 millions. Aujourd'hui, on parle de 3 millions. Et parfois, on parle de 600 000. Donc, vous allez jusqu'à dire que, pour l'instant, il n'est pas établi que Lafarge a versé de l'argent à Daesh ou a versé de l'argent qui aurait pu se retrouver dans les mains de Daesh. Il est possible que ça ait eu lieu, mais pour ça, encore faudrait-il que la personne la plus importante du dossier, l'acteur incontournable du dossier, ce Syrien dont on parle, ait été entendu par la justice. Or, il n'a jamais été entendu. C'est le seul qui pourrait précisément... Mais pourquoi il n'a pas été entendu par la justice? Alors, une fois que la plainte a été déposée en 2016, il a été très rapidement émis un... Donc la plainte, elle a été déposée notamment par l'ONG Sherpa. L'ONG Sherpa et par le ministre des Finances aussi. Et par le ministre des Finances, Michel Sapin, à l'époque, parce que dans le cadre d'une enquête pour savoir si effectivement des entreprises françaises ne financent pas le terrorisme, ne financent pas Daesh, a fortiori après les attentats de 2015, où l'implication de l'organisation terroriste est attestée. Donc, c'est à partir de ce moment-là... alors j'ai un peu perdu le fil, mais ça va revenir. Donc on était sur Pourquoi Fier Atlas, aujourd'hui, n'a pas été entendu par les juges? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Il n'a pas été entendu parce qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. Donc lui n'a aucunement l'intention de venir à Paris pour s'exprimer devant un juge, puisqu'il a le risque de se faire arrêter. Donc, il y a eu des négociations. Il a exprimé son point de vue en disant « Je suis prêt à être entendu, mais il faut que ça se passe aux Émirats, dans l'ambassade de France, en visio, il faut trouver un accord avec le juge, etc. » Finalement, ça n'a jamais eu lieu, et on ne sait toujours pas pourquoi. Mais cet homme est fondamental. Parce qu'il refuse de se présenter devant la justice. Non, il ne refuse pas de se présenter devant la justice. La preuve, d'ailleurs, il y a Guillaume Dasquier qui a réalisé un documentaire, qui a pu le rencontrer. Vous l'avez rencontré? Moi-même, je l'ai rencontré un certain nombre de fois et j'ai des enregistrements vidéo de tous ces entretiens qui sont à la disposition de la justice, si la justice me les demandait. Il dit, après c'est sa parole, mais aujourd'hui sa parole vaut autant qu'une autre. Il dit simplement « Je suis prêt à être entendu, mais je ne veux pas me rendre en France puisque j'ai un mandat d'arrêt international contre moi. » Alors, il est bien évidemment important de préciser que les personnes mises en cause et leurs avocats nient qu'il s'agissait de financer l'organisation. Il y a mais plutôt de verser des bakchiches à des milices qui contrôlaient la zone où se trouvait l'usine. C'est d'ailleurs ce que dit ce Syrien dont on vient de parler. Il dit que ça changeait à chaque fois et que c'était très difficile de savoir à qui allait cet argent. Il y a une question qui se pose, quand même. Une question vient à l'esprit. Pourquoi Lafarge n'a pas fait comme d'autres multinationales en 2012, comme plusieurs entreprises françaises, comme Total par exemple? Pourquoi n'a-t-elle pas fermé ses portes à partir du début de la guerre civile? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ça, c'est une des discussions, ça fera partie des débats lors du procès. J'imagine que la justice et les prévenus essaieront de s'expliquer sur... Je pose la question différemment, Philippe Ardouin. D'après ce qui ressort du commentaire de complément d'enquête sur France Télévisions, du documentaire de Guillaume Dasquier, est-ce que... et ce qui est, finalement, c'est la question qui vient naturellement à l'esprit quand on lit le livre de Marie-Christine Tabé et de Christophe Dubois, qui est très intéressant. Est-ce que Lafarge reste à la demande des services français? C'est difficilement prouvable, mais moi, ma réponse, en fait, sera légèrement différente, mais je pense qu'elle répond bien à votre question. C'est si cette cimenterie s'était trouvée dans une zone tenue par Bachar el-Assad, c'est-à-dire dans la région de Damas, il est évident que les services français
et la diplomatie française auraient demandé à Lafarge de quitter immédiatement le territoire. Pourquoi? Parce que c'était une zone dans laquelle... la zone tenue par l'ennemi. Est-ce que, comme il est de plus en plus, comme c'est ce qu'on est en train d'entendre, est-ce que c'est aussi à la demande, notamment de l'ambassade de France et des diplomates français, d'être resté dans la mesure où on a dit à ce moment-là, et c'est vrai que c'est un discours qu'on entendait, d'Alain Juppé, de Laurent Fabius, finalement, Bachar el-Assad n'en a plus que pour une question de jours, il faut rester, il faut tenir. C'est d'ailleurs ce que je révèle dans le livre. Je révèle par exemple la mise en place de bases secrètes qui ont été financées par la France, entre autres, avec d'autres puissances occidentales. Et ces bases secrètes ont recruté, formé, équipé, militairement parlant, un certain nombre de rebelles pour les renvoyer en Syrie, précisément pour se battre contre les troupes de Bachar el-Assad, avec l'idée défendue par Laurent Fabius alors à l'époque au Quai d'Orsay, que Bachar el-Assad allait tomber. Votre thèse également est que l'instruction menée par les juges du pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris repose largement sur une enquête que vous contestez, c'est celle menée par le cabinet d'avocats américain Baker & McKenzie. Absolument. Alors Baker & McKenzie, ça renvoie à une autre histoire qui se déroule en parallèle. C'est que Lafarge et Holcim sont les deux plus grands cimentiers du monde et à ce moment-là fusionnent. Et cette fusion vient se télescoper avec le dossier syrien. Pourquoi? Parce que la fusion est réalisée en 2015 et l'affaire éclate en 2016. Mais en 2016, les actionnaires principaux de ce nouvel ensemble, qui viennent de chez Lafarge, c'est Albert Frère, Paul Desmarais, deux grands financiers qui investissent dans beaucoup d'entreprises du CAC 40, très vite se disent il faut demander à un cabinet américain de faire une enquête avec un objectif très clair, c'est de les dédouaner eux-mêmes. De dédouaner les administrateurs du nouvel ensemble Lafarge-Holcim. Pour qu'ils ne portent aucune responsabilité, se couvrir. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ce rapport est bâclé, il est fait de façon très rapide. C'est quand même un grand cabinet américain, Baker & McKenzie. Absolument, c'est un cabinet composé... Vous dites que le rapport est bâclé? Oui, il est bâclé. Si vous voulez, pour 6 mois d'enquête, vous trouvez un rapport qui porte sur 12-13 pages sur l'affaire Lafarge en Syrie, avec des informations très parcellaires, avec des milliers et des milliers de documents qui n'ont jamais été traités. Et on découvre lors de l'instruction judiciaire qu'un homme qui était le président du comité d'audit du conseil d'administration, qui est le représentant de GBL, donc d'Albert Frère, des actionnaires, voilà, a influencé cette enquête le plus possible, au point où il lui a été demandé, ça figure dans le dossier judiciaire, des personnes de ce groupe ont demandé à ce qu'on arrête les influences sur ce rapport. Et donc ce rapport, il a des faiblesses considérables, c'est ce que je démontre vraiment dans l'ouvrage, et c'est été versé immédiatement dans l'instruction judiciaire, et ça sert de socle fondamentalement à l'instruction judiciaire. Ce que vous dites, c'est que l'instruction judiciaire n'est pas allée assez au-delà du rapport. Elle aurait dû, peut-être d'abord, demander à un comité d'experts d'authentifier la qualité du rapport, ce qui n'a pas été fait. Qu'est devenue l'usine ? L'usine, elle a été à l'abandon. Elle a été pendant quelques mois occupée par Daesh après la fermeture de l'usine le 18-19 septembre 2014. Et elle a été ensuite reprise et utilisée par les forces spéciales américaines et françaises. Là, elle a servi de base pour les forces spéciales. Qu'allez-vous guetter dans ce procès, Philippe Ardouin ? Ce qui m'intéresse, en fait, dans ce procès, c'est qu'il y a une question majeure qui est présente depuis des années et qui a été exprimée par le juge d'instruction. Il a dit, finalement, les relations entre Lafarge et l'État et ses services est purement une relation de contexte. Les services ont profité du contexte pour bénéficier d'informations.
tout ce que je démontre dans le livre prouve le contraire, c'est que c'est une relation organisée. Et donc, ce que j'espère, c'est que pour qu'une justice soit rendue, qu'elle soit équitable, qu'il y ait vraiment une ouverture vers l'État et vers les services et leurs représentants pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Parce que si on pose la question, est-ce que c'est une affaire de contexte ? À ce moment-là, il faut au moins croiser les informations entre ceux qui disent que c'est plus que ça et ceux qui affirment que ce n'est que ça. Merci beaucoup Philippe Ardouin. L'affaire Lafarge en Syrie, c'est guerre de l'ombre, des silences de la DGSE aux ambitions d'Holcim. C'est très clair, hein, c'est aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup. Le procès lui s'ouvre ce mardi devant le tribunal correctionnel de Paris. Il doit durer jusqu'à Noël. Hein, jusqu'au 16 décembre. Jusqu'au 16 décembre, ouais. Cette semaine. 8 personnes sont d'ailleurs poursuivies. Merci beaucoup. Les débats budgétaires reprennent ce lundi à l'Assemblée, dernier jour avant une pause sur le budget. Et dès ce mardi, début sur le budget de la Sécu. La Cour des comptes vient de lancer l'alerte. Vous pouvez le lire d'ailleurs sur le site du Figaro. Visiblement, on est très loin de ce que souhaite à grands cris le patron de la Banque publique d'investissement. Dans un livre choc et passionnant, Nicolas Dufour dénonce la dette sociale ou comment l'État-providence plombe l'économie et bien entendu son cortège de taxes et d'impôts. Et il va dans ce livre bien plus loin que l'actuel prix Nobel de l'économie, Philippe Aghion. C'est de l'improvisation fiscale, c'est-à-dire qu'on arrive chaque jour avec une idée, on ne voit pas d'où elle sort, mais le besoin on ne voit pas quelle est la théorie qui la sous-tend. C'est un délire, le besoin de justice fiscale ? Parce que c'est ça aussi le moteur de cette proposition. Non, je comprends qu'il y a à la base l'idée de dire, il y a des gens, il faut que tout le monde paye, il faut que tout le monde contribue à l'effort. Ça, je comprends tout à fait. Les niches et les holdings familiales, ça me paraît de mettre à plat, je ne veux pas dire des supprimer, mais de mettre à plat qu'il y a une utilisation abusive de la niche du trade. Il y a une autre niche sur l'effacement des plus-values latentes au moment de la succession. Il y a une utilisation abusive des holdings patrimoniales. Certains les utilisent pour acheter un avion personnel ou un chalet personnel. Bon, ça, je sais qu'il faut le mettre à plat. Je pense que ça fait sens, d'accord ? Donc ça, c'est systématique. C'est de dire, oui, on veut, il y a de l'optimisation, mais il y a de l'optimisation abusive. Et donc, il faut, au moment où on demande de l'effort à tout le monde, il faut mettre à plat. Il ne peut pas y avoir le sentiment que certains passent au travers. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, je comprends et c'est logique. Et alors justement... Mais tout ce qui va au-delà de ça me paraît totalement bricolé. Bonjour Nicolas Dufour. Bonjour. Alors, ça vous paraît bricolé tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous aussi, comme Philippe Aghion ? Ah non, moi je ne veux pas rentrer dans le débat parlementaire. Chacun ses contraintes. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils sont totalement divisés, donc ça part un peu dans tous les sens. Mais je peux quand même vous demander si vous êtes, comme 7 votants du Figaro sur 10, contre la taxation des bijoux et des œuvres d'art. Ou bien est-ce que ça a un impact d'ailleurs pour les entreprises et pour l'investissement des entreprises, ce genre de mesures ? La taxation des bijoux et des œuvres d'art. Ouais. Écoute, non, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Il me semble que les bijoux étaient déjà taxés dans l'ISF, non ? Les œuvres d'art, non ? Pas les œuvres d'art. Pas les œuvres d'art, en effet, oui. Ça avait été, d'ailleurs, dès 1981, un grand sujet de débat, puisqu'on accusait Laurent Fabius d'avoir manigancé en coulisses pour pas que ces œuvres d'art soient taxées. Votre livre est passionnant. Il raconte comment la France, en voulant sauver les pauvres, s'est paupérisée en 50 ans. C'est sidérant, c'est implacable, mais c'est effrayant. Vous appelez ça la dette sociale. Pourquoi ? J'appelle ça la dette sociale parce qu'en fait, dans mon travail de recherche historique, j'ai fini par, en réalité, répondre à la question que je m'étais posée moi-même quand j'ai commencé à travailler sur tout ça, qui est d'où vient cette dette ? Qui est quand même la question que se posent beaucoup de Français. On est dans une espèce de maison du désespoir où la dette croît, et on ne vous dit pas pourquoi. Et moi, j'ai voulu savoir. Et donc, en fait, elle est sociale. Pas totalement, mais tout de même, sur les 3500 milliards de la fin de l'année... Mais elle est sociale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont... La dette, finalement, c'est quelque chose d'abstrait. Elle est tellement grosse aujourd'hui qu'elle est devenue abstraite. Eh ben, ça veut dire que les Français doivent savoir que sur 3500 milliards en fin d'année, 2000 milliards sont des prestations sociales. Et par ailleurs, les intérêts de la dette contractée depuis 40 ans pour financer des prestations sociales. Les prestations sociales, c'est quoi ? C'est le chèque qu'ils reçoivent de l'État. C'est-à-dire des retraites, des minima sociaux, des remboursements d'assurance maladie, etc. Des allocations chômage, c'est tout ce qui permet de financer le pouvoir d'achat des Français par des revenus dits de transfert. Et donc ces dépenses sociales, aujourd'hui, de protection sociale, sont pour 1/10 d'entre elles financées par de la dette. 10%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque mois, les 3 derniers jours du mois, le 28, le 29 et le 30 du mois, sont financés par de la dette.
Je dis ça à tous les retraités, je dis ça à tous les bénéficiaires de l'allocation chômage, je dis ça à tous les bénéficiaires de remboursement d'assurance maladie, je dis ça à tous les bénéficiaires de minima sociaux. Pardon, vous pouvez mettre sur la même, dans le même sac, si je puis dire, les retraités et les chômeurs, par exemple. Il se trouve que je ne les mets pas dans le même sac, mais la réalité du financement de ces revenus normalement dits de transfert. Des revenus de transfert, c'est quoi? C'est vous payez une cotisation, un impôt qui bénéficie dans le même mois ou dans le même trimestre à d'autres Français, parce que c'est le système de solidarité du pays. Hein? Normalement, un système de transfert et de redistribution n'est jamais financé par de la dette. Jamais. Tout ceci vient des assurances sociales des années 30. On utilisait ce terme-là parce qu'on était dans une dimension contributive où vous cotisez et vous recevez des prestations. Mais avez-vous déjà vu des assurances en perte systématique pendant 50 ans? Une compagnie d'assurance ne peut pas être en perte. Donc, un système de redistribution qui prélève de la ressource sur des concitoyens pour verser des revenus, hein. Il ne s'agit pas d'investir dans des ponts ou d'investir dans des sous-marins, il s'agit de La Banque publique d'investissement reprend ses droits. Voilà. Il ne s'agit pas de réindustrialiser, là. Hein. Il ne s'agit pas de financer de la recherche, il ne s'agit pas de financer de l'innovation. Il s'agit de financer des prestations versées mensuellement par les caisses d'allocation familiale et les caisses de retraite. Quand vous voyez que Pierre Moscovici et la Cour des comptes alertent justement sur les dérives et sur le manque de contrôle des finances publiques, notamment sur les questions sociales, est-ce que de votre point de vue, ça va dans le bon sens? Bien sûr, bien sûr. Et la Cour des comptes a effectué depuis, grosso modo, maintenant une dizaine d'années, un virage stratégique qui l'a amené à devenir le grand lanceur d'alerte de la dérive des comptes publics. Hein, ce qui n'était pas complètement le cas auparavant. Et elle l'a fait, d'ailleurs très fortement poussé par l'Union européenne, qui, de traité en traité, le dernier étant ratifié au moment où François Hollande est arrivé à l'Élysée, donc en 2012, souhaitait que l'Union puisse s'appuyer dans chacun des pays sur des institutions indépendantes qui vont elles-mêmes définir le cadre de la vérité sur le dérapage des comptes publics. C'est la Cour des comptes en France. L'Union européenne nous a permis de faire la vérité peut-être sur nos comptes et à mettre la pression sur nos comptes, mais finalement, jusqu'à présent, personne n'a pris, quand on vous lit, en tous les cas, vous le dites, n'a pris les mesures, ou en tout cas le niveau de mesures qui s'imposaient. Vous dites qu'il y a toujours eu des réformes, mais elles arrivent trop petites et trop tard. Oui, ben voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Chaque réforme demande un courage extraordinaire de la part des politiques qui sont au pouvoir à ce moment-là. D'autant plus que assez souvent, ils les ont pas promises pendant leur campagne électorale, parce que s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas été élus. On est dans un jeu démocratique qui est un jeu terrible, qui est un jeu de dégagisme, en fait, maintenant, depuis une quarantaine d'années, où les Français font tout de même passer le message assez clairement à leur mandant qu'ils demandent plus de progrès social. Toujours plus de progrès social. Mais vous dites on peut plus le payer. Mais je dis qu'on peut tout à fait se payer le progrès social, qui est toujours une merveille, à partir du moment où l'économie... Vous le dites rhétoriquement, mais en fait, quand on vous dit, on ne peut pas. Vous dites, et ça vous le dites dès le début, Nicolas Dufort, vous le dites dès le début, dites, et ça c'est très intéressant d'ailleurs, notre taux de croissance s'est affaissé quand celui du monde entier prenait son essor. Oui. À quoi faites-vous allusion et à quoi est-ce dû? Bon, le taux de croissance du monde a pris en effet son essor quand la mondialisation du début des années 2000 a permis à des centaines de millions d'êtres humains sur la planète d'accéder à leur classe moyenne en réalité. Hein. Donc cette mondialisation a été dure, bien entendu, mais enfin elle a créé un enrichissement global, une amélioration d'ailleurs de la santé planétaire absolument extraordinaire. Il est hors de question de faire un procès négatif de la mondialisation de ce point de vue-là. Et donc le taux de croissance du monde... et le taux de quelques délocalisations... non, mais alors ensuite il y a les conséquences sur la France. Mais si on sort un tout petit peu de notre pays et qu'on regarde ce qui s'est passé... Au plan global, il y a un enrichissement général. Un enrichissement invraisemblable des Vietnamiens, des Indiens, de toute l'Asie du Sud-Est, même d'une partie de l'Afrique, de l'Amérique latine, etc. Extraordinaire. Et donc la croissance du monde est montée au-delà de 3% pendant de très nombreuses années, pendant que la croissance française s'affaissait vers 1%. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour... N'est-ce pas à cause de ça? Non.
défie quand même les anciens pays pauvres. Ça n'a pas été le cas de l'Allemagne, hein, et ça n'a pas été le cas non plus de l'industrie italienne qui n'a pas disparu pour moitié comme ça a été le cas de l'industrie française. La France a vécu deux choses en même temps. Quelque chose que toute l'Europe a vécu, c'est la rupture démographique, c'est-à-dire le vieillissement extraordinairement accéléré, dont on n'a pas tiré les conséquences sur... Ça, c'est un phénomène occidental. Phénomène occidental, mais maintenant asiatique aussi, hein, mais essentiellement occidental pour l'instant, et dont on n'a pas tiré les conséquences sur le dimensionnement de notre État-providence, qui est maintenant beaucoup trop lourd pour l'économie, qui est censé le soutenir. Mais est-ce que ça ne vient pas d'une erreur de l'époque, justement, et de cette époque de la mondialisation heureuse, des dividendes de la paix? C'est-à-dire que déjà, on disait, mais... on criait, on poussait des cris d'orfraie, on criait, on lançait les alertes contre tous les risques de surpopulation. On se l'appliquait à nous-mêmes, finalement. Et aujourd'hui, on dit, ah ben non, il y a un problème, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez d'enfants. La France était au contraire très fière de sa fécondité. C'était un des rares pays d'Europe qui avait encore 2 enfants par femme. Mais tout ceci, c'est du passé, révolu. Et par ailleurs, la France a systématiquement sous-estimé la croissance incroyable de l'espérance de vie, qui est une bonne chose, hein, mais qui pèse très lourd sur les comptes sociaux. Et elle a aussi très largement sous-estimé sa bombe démographique et son vieillissement. Donc elle s'est payée en 1982 sans qu'il y ait aucun débat public. À l'époque, honnêtement, il faut se souvenir, on n'en parlait pas sur les plateaux, il n'y avait pas de scénario démographique, elle s'est payée la retraite à 60 ans seule au monde. Hein. Et on n'est toujours pas sorti. Apparemment, non, puisqu'on suspend la seule réforme un peu d'ampleur qu'il y a eu. Justement, vous dites, et je reviens sur cette question des retraites, c'est passionnant, et puis vous y revenez longuement dans votre livre, et justement, depuis les années 70 et jusqu'à nos jours. Vous dites que les réformes arrivent trop tard, parfois on les refuse. Et il y a un exemple, moi je trouve formidable, il y a 2 exemples. Il y a 1995 ou encore maintenant avec la suspension des réformes des retraites. Il y a quand même quelque chose, il y a un blocage dans le pays. Et est-ce que c'est quelque chose de français? Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la France par rapport aux autres pays sur cette question-là? La première grande réforme des retraites qui a été tentée, qui a échoué, et qui avait mis toute la France dans la rue, enfin pas toute la France dans la rue, mais en tout cas un certain nombre de corps constitués et les grandes fédérations syndicales, c'était Joseph Laniel en 1953 quand même. Hein. Et parce qu'il s'agissait déjà de réformer les régimes spéciaux. 1995, Alain Juppé avait beaucoup de courage et d'ailleurs soutenu incroyablement par le Parlement, avec une standing ovation. C'était une autre époque. Hein, où vous avez 400 députés qui se lèvent pour féliciter le Premier ministre qui fait son grand discours sur la réforme de la sécurité sociale. Oui, c'est vrai, mais c'était quand même à peu près les effectifs de la droite à l'époque au Parlement. Après, vous racontez très bien la déculottée du Parti socialiste aux élections législatives de 1993 que vous racontez en détail. Non, absolument, absolument. Et donc Alain Juppé propose de réformer l'assurance maladie, la gouvernance de la sécurité sociale, de faire passer désormais un budget de la sécurité sociale au Parlement, le PLFSS, de créer une caisse d'amortissement de la dette sociale, puisque la sécurité sociale est désormais endettée, et rajoute, cerise sur le gâteau, la réforme des régimes spéciaux. Et là, tout le monde comprend qu'en réalité, tout va basculer dans le fossé, parce que la SNCF, la RATP, les électriciens gaziers vont se mettre dans vous mettez en cause, vous le dites, quand même, les syndicats et l'attitude des syndicats dans ces refus de réforme. Ah non, mais je pense que le modèle français de service public a d'immenses vertus, mais il a des conséquences qui sont, quand vous comparez par exemple aux États-Unis, vous n'avez pas de TGV. En France, vous avez la SNCF, vous avez le TGV, mais la conséquence de la SNCF et du TGV, c'est que vous avez également la CGT des cheminots, qui peut bloquer le pays. Quand elle le souhaite, et elle l'a bloqué tout de même à de nombreuses reprises. À chaque fois vous dites que c'est quand même un élément important des blocages et de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce qu'il faut s'interroger, c'est qu'elle est en général extraordinairement soutenue par les Français. Oui, alors vous mettez en cause la démocratie directe en disant que dans le rapport entre l'État et l'individu, vous renversez la perspective hobbesienne, vous dites il y a bien un affrontement entre les deux, mais c'est pas l'État qui gagne, c'est les individus. Ça, c'est intéressant. J'aime bien votre expression. C'est un débat, en tous les cas, qu'on pourrait avoir, notamment dans Esprit Libre. Vous viendrez peut-être. On posera Alexandre Devecchio. Vous révélez un des secrets honteux de la droite. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Mais on pourrait dire la même chose avec Macron. Finalement, ceux qui ont une réputation d'intégrité et de performance économique, les Balladur, les Macron, sont des dépensiers. Balladur refuse de faire la réforme que vont vouloir faire Juppé et Chirac. Ils refusent de mettre en place, notamment, il refuse de s'attaquer aux régimes spéciaux sur les conseils de Sarkozy, toujours sur les questions de prudence. Et il refuse de mettre en place les fonds de pension recommandés par votre mentor René Telade.
Oui, alors bon, il faut raconter l'histoire. Hein. Balladur arrive, honnêtement, relativement impréparé des entretiens que j'ai fait pour le livre, il y en a beaucoup, il y a plusieurs centaines de pages d'entretien, hein, à piloter la gravité de la situation des finances sociales. C'est incroyable. Hein, oui, absolument. Vu la réputation qu'a Balladur, et en particulier parmi les élites économiques, où non, mais il arrive en 80... toute critique contre Balladur, on était traités d'incompétents économiques. Tous les esprits les plus fins étaient balladuriens. Non, mais il faut se remettre dans le contexte également, c'est-à-dire que 92, il se trouve que j'étais aux affaires à ce moment-là, hein, jeune conseiller en charge des finances de la sécurité sociale au cabinet, et ce qui se passe en 92, c'est-à-dire l'effondrement des finances de la sécurité sociale française pour la première fois depuis 1945 à cause de la guerre du Golfe, personne ne l'avait jamais vécu, hein, donc il n'y avait pas d'antécédents, personne ne l'avait vu venir, et les élections arrivent immédiatement après, puisqu'elles arrivent en février 93, hein, et donc il n'y a pas eu de commission des comptes de la sécurité sociale, Bérégovoy l'a pas réuni. Rocard aurait pu le voir, parce que c'était 1991, la guerre du Golfe, et là on est en 1993. Oui, mais les chiffres s'effondrent littéralement au second semestre 92, la commission des comptes n'est pas réunie pour la première fois, donc la droite ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe, mettons. Balladur fait une réforme paramétrique dans l'été, par décret, ni vu ni connu, dans l'ombre. Et il s'attaque à ce qui est le cœur de son électorat du Parti Socialiste, les choses passent à peu près correctement, et effectivement, il ne prend pas le risque de réformer les régimes spéciaux, parce que là, pour le coup, il sait que... Il tape le privé. Hein ? Il tape le privé. Ah, il tape le privé. Donc il réforme les paramètres du régime général des pensions, en effet. Et alors que Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre du Budget, lui recommandait d'attaquer également la falaise des régimes spéciaux. Bon, ça n'est pas fait. Et les régimes spéciaux commenceront à être touchés seulement 10 ans plus tard, en 2003, voire 15 ans plus tard, hein, même 17 ans plus tard, en 2010. Vous parlez d'une néo-bourgeoisie aujourd'hui sans capital. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais bon, c'est un concept qui est manipulé par un certain nombre d'historiens et de sociologues. On est passé de la démocratie, au fond, des libertés, la démocratie de la solidarité, qui est la République sociale de 1945, à une démocratie des droits, où on ajoute des droits aux droits et du progrès au progrès sans cesse, et qui fait qu'une grande partie de nos concitoyens se considèrent comme propriétaires de ces droits, absolument rentiers de ces droits, hein, sans avoir tout le background philosophique et politique qui leur permet de comprendre que ces droits ne sont octroyés que en contrepartie d'une dépense de l'individu qui est qu'il va tout faire pour s'accomplir dans sa vie et produire la valeur qui permettra de financer ses solidarités. C'est donnant-donnant. Est-ce que finalement, on n'est pas rentré dans la société du revenu universel, sans coup férir, sans le dire ? Petit à petit, en effet, mais bon, il faut regarder les montants. Et il faut garder en tête les ordres de proportion. Les retraites, c'est un peu plus de 400 milliards d'euros. Le RSA, c'est 12 milliards. Voilà. Hein. Donc c'est ça les rapports de proportion. Non, la vraie question du pays, c'est pas tellement le rapport au revenu universel. Bien sûr qu'il y a une question qui est liée à la question même du travail, on pourra y revenir, mais c'est surtout son vieillissement. Comment est-ce qu'on reconnaît que la France n'est plus du tout le même pays qu'avant ? Alors quelles sont les solutions pour en sortir ? Vous disiez qu'il y a d'abord décider qu'on est vieux plus tard. On est vieux le jour de sa retraite. Donc ça, c'est report. Donc suspendre la suspension de la réforme des retraites, si je me souviens, et se dire qu'on part plus tard à la retraite. Oui. Pour les métiers pénibles aussi ? Non, les métiers pénibles, ils sont déjà traités depuis 2003. Les réformes ont été faites, elles s'ajoutent les unes aux autres. La France est relativement généreuse pour les métiers pénibles. Il faut très clairement dire aux gens que l'ouvrière qui d'ailleurs il y en a de moins en moins parce que les parcours sont hachés, mais qui ferait toute sa carrière dans une usine agroalimentaire à 10 degrés avec les mains gercées parce que elle met les sardines dans des boîtes, ces métiers horriblement difficiles sont traités. Et d'ailleurs, la réforme Borne a été plus généreuse encore à leur égard. Donc, il faut reporter à quel âge l'âge de départ à la retraite Minimum 65 ans. De toute façon, j'ai envie de vous dire, l'espérance de vie continue de monter. Les soins sont ce qu'ils sont. La médecine française est exceptionnelle. J'entendais encore ce matin sur France Inter des reportages négatifs sur la médecine française, mais il faut arrêter. Bien sûr qu'on n'a pas exactement 100% du service qu'on pourrait attendre. Chez les internes. Comment ? Non, c'est intéressant parce que c'est une vraie question en soi. Et on pourrait avoir une autre question. C'était chez les internes qui ont dû bosser plus parce que les titulaires étaient partis visiblement en vacances. Quelles sont les solutions pour en sortir sans remettre en cause vraiment l'État-providence ? Vous dites,
Non, je sauver notre État-providence. Vraiment, je pense que vous posez une question philosophique, finalement. C'est, on a gonflé l'État-providence et on a ruiné l'État régalien. Mais le but de l'État, c'est d'être avant tout régalien. Oui, alors, donc je ne vais pas jusque-là, parce que je considère que notre civilisation, c'est l'État-providence. Et d'ailleurs... Mais est-ce que ce n'est pas, justement, aux associations et aux corps intermédiaires dont vous parlez, d'assurer le guichet social? Non, mais ils ne l'ont pas fait. Oui, mais est-ce que ce serait pas eux? Non, justement. Je considère que, encore une fois, un peu comme la désindustrialisation, tout le monde a ses empreintes digitales dans le problème qu'on doit résoudre aujourd'hui. Les associations... Écoutez, plus il y a d'associations, plus il y a de gens qui montent à Matignon, avec dans une main un cocktail Molotov et dans l'autre main une sébille, pour demander plus d'argent à l'État. L'État peut toujours plus. Et plus on ajoute des droits aux droits, plus on ajoute du progrès au progrès, pour ces associations, plus c'est pire. Donc non, l'État-providence d'aujourd'hui, il est beaucoup plus généreux que l'État-providence de 2001-2003. Donc il faut simplement stabiliser sa croissance au rythme de la croissance de l'économie. La dette sociale de la France. Votre livre est passionnant, il est à lire comme un roman, avec des chiffres certes, mais avec du souffle et un récit captivant. C'est à lire, c'est votre nouveau livre, Nicolas Dufourcq, et c'est chez Odile Jacob, et c'est vraiment passionnant. À lire aussi, à offrir aussi, le nouvel opus du combo Sévilla-Buisson, les guerres civiles, justement, cocktail Molotov, et parfois sébilles aussi dans la main, de la Renaissance à nos jours, et quand on regarde l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis, et la façon dont Donald Trump parle de ses opposants, la façon dont ils lui répondent aussi, on se demande si les États-Unis ne sont pas au bord d'un nouveau conflit intérieur. We all want to say our word, and if you're going to call us insurrectionists for disagreeing with you, we're the enemy for disagreeing with you. I don't know what America's about, because we're supposed to be able to have common political discourse, and what you're proposing, it's not politics, it's straight up evil. And that's what we're protecting, our right to freedom of speech, our right for the press, our right for religion, our right to gather, and let people know when we're not happy with what's going on. Because we have to speak up. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Est-ce qu'on ne voit pas justement aux États-Unis en ce moment les germes d'une nouvelle guerre civile? Depuis 2020 et les émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, effectivement, il y a eu plusieurs événements et plusieurs émeutes qui ont failli dégénérer en guerre civile. Et d'un seul coup, on s'est souvenu qu'il y avait une guerre civile absolument terrible au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle aux États-Unis, et que finalement, les États-Unis d'Amérique ne sont pas à l'abri d'une ressucée de cette guerre civile qui s'est éteinte en 1865 et objectivement, il n'y avait pas beaucoup eu de nouvelles flambées de violence susceptibles de transformer cette violence en guerre civile. Et quand il y a eu l'assaut du Capitole en 2021, on s'est dit c'est le deuxième étage de la fusée. On voit bien qu'il y a des germes d'une guerre civile. Mais il n'y a pas de guerre civile, malgré le film d'Alex Garland, Civil War, l'année dernière, qui imagine une guerre civile aux États-Unis, donc quelque chose... Et évoqué dans l'excellent Club Culture. Et que nous évoquons dans ce livre aussi. Mais pour qu'il y ait une guerre civile, ça voudrait dire quoi? Des Blancs contre les Noirs? C'est impossible, pour une simple raison, c'est que les revendications des Noirs après l'affaire de George Floyd ne sont pas les revendications de tous les Noirs. Et que Donald Trump, justement, dans l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, a rassemblé un certain nombre de Noirs dans son électorat, qui montre bien que ça ne serait pas un critère suffisant pour qu'une vraie guerre civile éclate. Alors justement, on va y revenir, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à la lecture des différents épisodes de guerre civile que vous racontez depuis la Fronde et depuis les guerres de religion, on voit qu'à travers diverses formes, il y a moins des questions raciales, moins des questions étrangers contre nationaux, que des questions entre factions qui se détestent, et même y compris dans les guerres de religion ou même dans la guerre du Liban. Mais je reviens sur la guerre de sécession, puisque vous l'avez évoqué. Est-ce qu'elle n'a pas un point commun avec une autre guerre que vous racontez? C'est la guerre de Yougoslavie en 1990. Dans les deux cas, un État central refuse le départ de certaines républiques. Oui, de ce point de vue-là, d'un point de vue, j'allais dire, administratif, oui. La différence, le point commun, c'est que la Yougoslavie était un État récent, qui date de 1918 seulement, et les États-Unis d'Amérique, en 1865, sont également un État récent. La différence majeure, c'est que la Yougoslavie a déjà vécu
une guerre civile et en fait 3 guerres civiles en une au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est le chapitre que j'écris. C'est-à-dire qu'en 1990, quand éclate la guerre en ex-Yougoslavie, elle éclate aussi sur des ressentiments qui datent des années 70. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une guerre civile en Yougoslavie qui oppose à la fois les royalistes et les communistes, les Serbes et les Croates, les Serbes et les Croates et les musulmans, les partisans de l'État vichiste, pour aller vite, pro-allemand. Et puis, il y a un génocide de Serbes, de Tziganes effectué par les Croates, 700 000 morts environ, on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres. Donc il y a un conflit ethnique, un conflit religieux, parce que les catholiques croates massacrent des orthodoxes serbes, un conflit ethnique, un conflit politique, idéologique, parce que Tito veut prendre le pouvoir, instaurer un régime communiste, et le général Mihailović, la résistance serbe, elle, est fidèle aux Occidentaux. Donc il y a tout ça d'imbriqué, et en 1990, tout ça remontera. Ces frustrations qui ont été mises sous le boisseau par Tito avec une dictature écrasant les nationalités, eh bien, quand Tito meurt et que la nouvelle Yougoslavie socialiste apparaît, ces tensions nationales, ethniques, religieuses, historiques, civilisationnelles reflambent. Et c'est là aussi la différence avec les États-Unis, il y a une participation étrangère. Dans les conflits qu'on aborde, il y a souvent l'élément étranger, une puissance étrangère qui profite ou qui incite un pays à entrer en guerre civile. Aux États-Unis, ce n'était évidemment pas du tout le cas. Alors, justement, est-ce qu'on peut définir la guerre civile comme 2 camps qui se haïssent, qui s'affrontent, plus l'occupation étrangère? Pas systématiquement, mais il est assez fréquent, en effet, dans la vingtaine de conflits qu'on aborde avec différents historiens et journalistes, un certain nombre de journalistes du Figaro d'ailleurs, parce qu'on est allé jusqu'à l'Angola, l'Algérie, le Rwanda ces dernières années. Effectivement, dans un certain nombre de conflits, il y a une puissance étrangère qui intervient, mais même à l'époque des guerres de religion ou de la Fronde, où il y a l'Espagne catholique, il y a l'Angleterre et les Pays-Bas protestants pendant les guerres de religion qui jouent leur rôle. Pendant la Commune, évidemment, il y a l'occupation prussienne. Et puis après, beaucoup de conflits du XXe siècle sont nés du communisme, qui est la puissance étrangère internationale, mais donc l'URSS ou la Chine, que vous parliez de la Yougoslavie, de la Grèce, de la Chine. Vous avez un certain nombre de guerres civiles qui sont nourries par le communisme. Et le communisme étant lui-même entretenu par Moscou ou Pékin plus tard, ou d'autres pays communistes. Et vous revenez et vous racontez, sous la plume de Lorraine Demeux, la guerre civile russe après la révolution bolchevique de 1917. Ce qui est très intéressant, c'est que les communistes, eux, veulent la guerre civile, car c'est un outil de conquête du pouvoir. Bien sûr, Marx l'a très bien dit au XIXe siècle. À un moment donné, pour prendre le pouvoir, il ne va pas tomber tout seul. Donc il y a effectivement la révolution interne, mais la révolution interne se fera au prix d'un conflit social dur, violent, où il faut écrabouiller, exterminer la classe bourgeoise. Exterminer la classe bourgeoise en lui opposant la classe prolétaire, ça veut dire une guerre civile. Il faut d'abord créer une dialectique, 2 camps, affrontement et après prise de pouvoir. C'est ça le scénario de la prise du pouvoir théorisé par Lénine. On pourrait dire de Lénine peut-être jusqu'à Mélenchon. En tout cas, Mélenchon a des accents parfois qui rappellent évidemment, et il a été formé à cette école-là, ce discours de Marx qui veut absolument opposer des classes sociales. Jusqu'à l'affrontement. Comment ? Jusqu'à l'affrontement. Jusqu'à l'affrontement. Dans les années 70, Alain Gesmar et Serge July, futur directeur de l'IB, avaient écrit un livre qui s'appelait « Vers la guerre civile ». Vers la guerre civile en France. Et c'était presque autant un souhait qu'un constat, parce que, effectivement, pour prendre le pouvoir, quand on est ultra minoritaire comme eux, c'est l'ultra-violence qui prédomine. Une guerre civile ne peut se concevoir que dans un pays où il y a déjà une forme de violence, ou des formes de violence qui apparaissent. C'est pour ça que ce livre, on l'a aussi écrit en disant, regardons la situation aujourd'hui, non seulement en France, mais aux États-Unis, on l'a évoqué, mais même en Angleterre. Elon Musk, il y a quelques jours, a dit on est proche de la guerre civile en Angleterre. Alors, vous allez me dire, il est loin de l'Angleterre, il ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Mais on sent une ambiance, parfois, qui est nourrie par cette violence sociale, ou ethnique, ou religieuse, qui a irrigué tous les conflits qu'on évoque depuis 5 siècles, et qui aujourd'hui est dans l'air du temps à notre sens. Et c'est pour prévenir ces tensions, avant qu'elles ne deviennent plus tolérables, qu'on essaye de rappeler comment se déroule une guerre civile, comment elle se déclenche, et comment elle se déroule surtout
c'est le pire des mots, comme disait Pascal. C'est ce que j'allais dire, c'est que quand même, on nage dans des fleuves de sang. Hein. Exactement. Il se trouve que j'ai fait quelques reportages dans les années 90 sur des guerres civiles, notamment en Albanie, au Kosovo, etc. Je peux vous dire que quand vous voyez vraiment des familles déchirées parce qu'elles choisissent un camp qui est le camp ennemi de l'autre partie de la famille, c'est absolument terrible. Vous avez des villages entiers qui s'entendaient très bien. Il y a une explosion de violence qui est encore plus forte que contre un ennemi, parce qu'on s'en veut, d'une certaine manière, d'être entré en guerre civile contre son frère. Et donc la violence contre son frère, on le sait depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la pire de toutes. C'est la pire de toutes d'un point de vue à la fois moral et d'un point de vue physique. Et c'est ce qui est de plus cruel. Et ça nourrit les rancœurs. En quoi la guerre d'Algérie, que raconte avec le brio qu'on lui connaît Jean Sévilla, est une guerre civile? Alors c'est une guerre civile en ce sens que l'Algérie c'était la France jusqu'en 1962 officiellement, et que ce qu'il s'est passé dans la fin de la période française en Algérie, 60, 61, 62, c'est plusieurs guerres civiles qui se sont entrecoupées. C'est surtout ça. C'est pas les Algériens contre les Français. C'est aussi des Français contre des Français. C'est des Français pieds noirs contre des Français indépendantistes. C'est le FLN contre d'autres qui éradique d'autres mouvements. C'est des Harkis ou des Kabyles qui sont fidèles à la France contre d'autres, contre les Arabes qui sont eux pro-FLN. C'est tous ces conflits-là imbriqués. C'est évidemment l'OS contre la France, contre des Français, contre les gaullistes, et les gaullistes contre l'OAS. Donc c'est tous ces ingrédients qui ont nourri quelque chose qui ressemble à une guerre civile, parce qu'une guerre civile, en l'occurrence française, ce sont des Français qui combattent des Français. Et encore une fois, on aurait tort de penser que la guerre d'Algérie, c'est juste des révolutionnaires algériens indépendantistes qui se débarrassent des Français. C'est beaucoup plus complexe que ça, ne serait-ce que parce que la France, effectivement, est présente depuis 1830 en Algérie et a créé une petite France en Algérie. Est-ce qu'on ne revit pas ça en mode bien évidemment très mineur dans la polémique qu'il y a eu suite au vote à l'Assemblée nationale de la résolution dénonçant les accords de 68? Oui, c'est ça qui reste dans l'air du temps. C'est que, encore une fois, sur l'Algérie, il faut sortir du manichéisme qui laisse penser qu'il y a un peuple uni, qui s'est fédéré derrière le FLN et qui a dégagé d'un commun accord les salles français qui occupaient le pays depuis 1830, oubliant par là qu'avant les Français, il y a eu les Ottomans, il y a eu les Phéniciens, il y a eu les Arabes. Enfin, et on le revoit dans la guerre ce qu'on a appelé la sale guerre en Algérie, qui va éclater dans les années 90, mais qui elle-même se nourrit des conflits latents qui existent depuis le lendemain de la guerre d'Algérie, ou même pendant la guerre d'Algérie. C'est très bien raconté. Qui raconte ça brillamment lui aussi. L'occupation et l'épuration ne cachent-elles pas une guerre civile en France? Oui, c'est une guerre civile un peu sourde, mais notamment au moment de l'épuration. Un peu sourde, c'est-à-dire que... Tom Morel, il est tué par les miliciens. Bien sûr. Mais qui sont aux ordres, encore une fois, d'une nation étrangère. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a cette occupation qui brouille un petit peu les cartes et qui décivilise, dans le sens propre et au sens figuré, le conflit. Mais effectivement, entre 40 et 44, et même 44-45, il y a des germes de guerre civile. Il y a des règlements de compte qui se font au nom de l'idéologie ou la contre-idéologie en place. Et on n'est pas loin en tout cas, on est dans cette atmosphère-là. Est-ce que les Français ont une propension particulière à la guerre civile? En tout cas, la dispute qui peut dégénérer en guerre civile, oui, depuis... on est des Gaulois originellement, donc César l'a très bien dit que... Et les étrangers savent très bien en tirer parti. Exactement, les puissances étrangères savent parfois en tirer parti, comme elles l'ont montré dans l'histoire. On découvre des guerres inconnues, notamment la guerre civile en Chine, au XIXe siècle. Passionnant, mais... La révolte des Taiping. Massacre. 30 millions de morts en quelques années. Souvent, les guerres civiles sont aussi des guerres de religion ou des guerres entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, comme le raconte magnifiquement Isabelle Schmitz à travers la guerre d'Espagne, la directrice adjointe du Figaro hors série, et le rédacteur en chef du Figaro Histoire, Geoffroy Caillé, qui raconte l'histoire des Cristeros. Les Cristeros au Mexique dans les années 20-30, absolument. Les guerres de religion, ça n'a pas été seulement au XVIe siècle, c'est aussi au XXe siècle, avec des États anticléricaux, mais la guerre civile russe aussi. Les bolcheviks avaient volonté d'éradiquer tout ce qui se rapprochait de près ou de loin à des gens qui croyaient en Dieu. C'est toujours tragique, des pages pleines de larmes, pleines de sang, mais c'est un travail absolument passionnant et captivant. C'est une très belle réussite avec des plumes excellentes qui sont réunies sous la direction des deux bourreaux de travail et d'idées reçues que sont les excellents Jean-Christophe Buisson et Jean Sévilla. Je signale bien sûr, Jean-Christophe, qu'on vous retrouve mercredi pour un nouveau
numéro du Club Le Figaro Culture avec le dessinateur et le scénariste de Largo Winch, mercredi à 22h30, à ne pas manquer sur le Figaro TV. Merci beaucoup de nous avoir suivis. En attendant, vous achetez Les Guerres civiles. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Point de vue avec Anne-Emmanuel Isaac.